Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Le cours sur les poumons et les plèvres vient en complément de l'étude de la paroi thoracique. La paroi thoracique présentait les moteurs de la respiration. Avec les poumons, nous allons voir maintenant le siège même de l'hématose. Nous allons présenter maintenant le contenu des cavités pleurales, c'est-à-dire le contenu des deux espaces qui sont placés sur les faces latérales gauche et droite du médiastin. Dans ces cavités pleurales, nous trouverons de part et d'autre du médiastin les deux poumons, gauche et droit. On peut assimiler ces poumons à deux pyramides incomplètes plaquées contre le médiastin. Voici par exemple la surface du poumon droit lorsqu'il est vu par une vue médiastinale. Il existe au sommet de la pyramide donc une partie effilée qu'on appelle l'apex du poumon et une face ventrale qui est marquée par l'empreinte de la première côte. Voici sur ce petit schéma en cartouche, avec en rouge le repère des clavicules, les deux champs pulmonaires, gauche et droit, sur les côtés du médiastin. Voyez qu'une partie du poumon, et c'est donc l'apex du poumon, va atteindre la région cervicale, va donc passer au-dessus des limites des clavicules, mais aussi au-dessus des premières côtes. Cette face ventrale du poumon, qu'il soit gauche ou droit, est beaucoup plus convexe que la face dorsale, plus plane, qui va s'appuyer sur les arcs postérieurs des côtes. Sur la face médiastinale de chaque poumon, il existe un île, c'est-à-dire l'endroit où les vaisseaux ou les voies aériennes vont passer du poumon vers le médiastin. Ce que l'on appelle le ligament triangulaire, c'est la partie effilée du île qui fait comparer le île à une raquette, et le manche de cette raquette, c'est le ligament triangulaire, cerclé ici en pointillé rouge sur le schéma. À l'opposé de l'apex se trouve la base de la pyramide. C'est ce que l'on appelle la face diaphragmatique du poumon. C'est sur cette base que le poumon appuie sur le diaphragme. Il est important de comprendre que le poumon dans son ensemble doit être segmenté. Segmenté à la fois pour l'étudier, mais aussi pour étudier les phénomènes pathologiques en son sein. Cette segmentation est une segmentation à la fois morphologique et fonctionnelle. C'est-à-dire que chaque poumon devra être divisé en lobes, chaque lobe en segments et chaque segment en sous-segments, jusqu'à l'unité fonctionnelle respiratoire qui est le lobule pulmonaire. En parallèle, il faut montrer maintenant la division de l'arbre respiratoire. Nous partons de la bronche principale ou encore bronche souche qui quitte la trachée et nous allons étudier ces divisions. Cette bronche se divise en bronches lobaires, les bronches lobaires en bronches segmentaires et les bronches segmentaires en bronches sous-segmentaires. Ensuite, il faut parler de bronchioles et les bronchioles qui ont en charge le lobule pulmonaire s'appellent les bronchioles terminales. À l'intérieur du lobule pulmonaire, il y a encore d'autres divisions des bronchioles terminales. On parle de bronchioles respiratoires, puis ensuite de conduits alvéolaires qui se répartissent en alvéoles. Nous allons maintenant insister sur la structure du lobule pulmonaire. Ces lobules pulmonaires, qui sont les unités fonctionnelles du poumon, on peut les deviner macroscopiquement à la surface du poumon, comme ici sur une vue opératoire. Si l'on agrandit cette surface,
on s'aperçoit que le poumon est l'association d'une multitude de ces petites structures tout à fait semblables les unes aux autres. Ces structures, ce sont les lobules pulmonaires, c'est-à-dire un ensemble d'alvéoles qui dépendent d'une seule et même bronchiole terminale. Nous allons décrire maintenant le lobule pulmonaire et nous allons choisir un lobule pulmonaire que l'on présente ici encerclé de deux autres. Nous allons parler du lobule marqué en noir et nous allons le montrer sur une coupe frontale. Ce lobule est donc comparable à une petite pyramide. L'axe de cette pyramide, qui arrive par le sommet de la pyramide, c'est la bronchiole terminale. De cette bronchiole dépendront 200 alvéoles environ. Cette bronchiole terminale va se diviser en bronchioles respiratoires. Ce sont de petits conduits de 1 à 3 mm de long et de 4 mm de diamètre qui aboutiront à des conduits alvéolaires qui chacun portent des grappes d'alvéoles. Parallèlement à cet axe respiratoire, il y a systématiquement dans le lobule pulmonaire l'axe artériel pulmonaire, c'est-à-dire que nous allons trouver à côté de la bronchiole terminale les branches terminales des artères pulmonaires. On les appelle les artères lobulaires. Ces branches se divisent, viennent au contact des alvéoles, où se fera l'hématose, et au-delà vont naître toutes les racines du système veineux pulmonaire. Ces veines pulmonaires vont converger en surface des pyramides, soit entre les pyramides, on les appelle les veines interlobulaires, soit sous la base de la pyramide lorsque ces pyramides sont proches de la plèvre, on parle de veines sous-pleurales. Ces veines se rassemblent en veines collectrices qui finiront toutes par aboutir vers les veines pulmonaires dans les îles du poumon. Le trait noir qui ferme le schéma vers le bas symbolise la plèvre viscérale. Il n'y a pas de séparation entre cette plèvre et le parenchyme du poumon, c'est-à-dire qu'il est impossible d'enlever la plèvre viscérale sans blesser le poumon proprement dit, et il y a ainsi, très souvent, chaque fois que la plèvre viscérale est rompue, des brèches des alvéoles. Entre les pyramides, entre la pyramide et la plèvre, il y a du tissu conjonctif sous-pleural de remplissage. Dans ce tissu conjonctif, on trouvera de très nombreux vaisseaux et nœuds lymphatiques qui seront là pour drainer les poussières, drainer les corps bactériens ou viraux qui vont se retrouver dans les alvéoles. Voici une présentation du réseau capillaire périalvéolaire. Voici un groupe de 3 alvéoles. Encore une fois, la circulation artérielle pulmonaire sera toujours plaquée contre l'axe respiratoire. Et on retrouve ici une branche lobulaire de l'artère pulmonaire qui va donner un réseau capillaire autour de chaque alvéole. Au-delà de ce réseau, nous retrouvons les constituants de la circulation veineuse. On parle ici d'une veine interlobulaire. Autant la circulation artérielle sera proche de l'axe respiratoire, autant la circulation veineuse pulmonaire sera toujours en périphérie des structures lobulaires du poumon. Nous allons maintenant détailler la structure de la bronche, la structure de la paroi bronchique sur une coupe transversale d'une grosse bronche. Et nous allons commencer par mettre en place ce qui va tapisser la lumière de la bronche, c'est-à-dire la muqueuse. Il s'agit d'une muqueuse ciliée qui repose sur une couche mince sous-muqueuse. Dans l'épaisseur de cette couche s'enfoncent des glandes séromuqueuses destinées à fabriquer du mucus qui va tapisser la muqueuse ciliée. Ces glandes s'enfoncent même dans la couche suivante, donc sous la muqueuse et sous la sous-muqueuse. On retrouve même des glandes dans l'épaisseur de la couche musculaire lisse. C'est une couche musculaire circulaire qui est donc
sous la couche sous-muqueuse. Cette couche musculaire lisse repose sur un chorion riche en fibres élastiques. Tout à fait en périphérie de la coupe, il y aura une charpente cartilagineuse en gris, c'est-à-dire une structure plus ou moins rigide qui maintiendra le calibre de la bronche constant. Et tout en périphérie, il existe une petite couche fibreuse, une adventice, extrêmement mince, qui servira de lame porte-vaisseau pour les nerfs et les vaisseaux de la bronche. La paroi bronchique va en fait varier dans sa constitution depuis la structure des bronches principales jusqu'à la structure des conduits alvéolaires. Plus l'on se dirige vers des bronches de petit calibre, et plus la couche de chorion sera riche en fibres élastiques. Plus les cartilages seront irréguliers, et surtout, plus les cartilages seront absents de la paroi bronchique. Les glandes séromuqueuses seront de moins en moins nombreuses au fur et à mesure qu'on se dirige vers les petites bronches. Par contre, le muscle circulaire sera de plus en plus épais sous le chorion. C'est cette couche musculaire circulaire qui, lors de spasmes, provoquera la crise d'asthme. La crise d'asthme est donc une pathologie des petites bronches. Ensuite, plus l'on se dirige vers des bronches de petit calibre, et moins il y aura de cils vibratiles à la surface de la muqueuse. Nous allons maintenant décrire l'arbre trachéobronchique droit, donc destiné au poumon droit. Sur cette vue de face qui présente l'ensemble de l'arbre bronchique, et sur cette vue de profil droit, nous allons placer les différentes branches de division de la trachée. Une fois la trachée divisée, il faut donc parler de bronche principale ou encore de bronche souche. Ici, bronche principale droite. Cette bronche principale droite va donner tout d'abord une bronche lobaire supérieure qui se divisera en 3 bronches segmentaires. Une fois née cette bronche lobaire supérieure, on parle de bronche intermédiaire ou encore de tronc intermédiaire. En dessous du tronc intermédiaire va naître la bronche lobaire moyenne qui se divisera en 2 bronches segmentaires. Et va naître également la bronche lobaire inférieure qui donnera 5 bronches segmentaires. Au total, il y a donc 10 bronches segmentaires qui seront numérotées de 1 à 10. La première bronche, la bronche numéro 1, sera la bronche du lobe supérieur destinée à l'apex du poumon, à la partie la plus apicale. La numéro 2 au segment dorsal du lobe supérieur, la numéro 3 au segment ventral du lobe supérieur. La bronche lobaire moyenne aura 2 branches de division, la bronche numéro 4 et la bronche numéro 5, elles seront toutes deux dirigées vers le bas et l'avant. La bronche numéro 6 est une branche segmentaire de la bronche lobaire inférieure. Elle sera presque horizontale, dirigée vers l'arrière. La branche 7 sera la plus médiale du lobe inférieur. Elle sera en position paracardiaque. Les branches 8, 9 et 10 seront dans le prolongement de la branche lobaire inférieure, vers l'avant, latéralement et en arrière. Voici
la surface du poumon droit sur une vue latérale droite et sur une vue médiastinale. On reconnaît à la surface du poumon droit 3 lobes, lobe supérieur, lobe moyen et lobe inférieur. Le lobe moyen est le plus petit, il est en dessous et en avant du lobe supérieur. Et lorsqu'on observe la face médiastinale du poumon droit, on s'aperçoit que le lobe moyen est en avant du hile pulmonaire. Ce qui sépare les différents lobes à la surface du poumon, ce sont des scissures. Il y a en fait 2 scissures pour le poumon droit. La grande scissure, qu'on appelle également la scissure oblique, qui sépare le lobe supérieur et le lobe moyen ensemble du lobe inférieur. Cette scissure oblique coupe obliquement le hile pulmonaire. Il existe une petite scissure ou scissure horizontale qui vient se brancher sur cette grande scissure ou scissure oblique. Cette petite scissure va séparer le lobe supérieur du lobe moyen. Elle sera toujours en avant du hile pulmonaire. Le lobe inférieur, comme on peut le voir sur le schéma, est le plus volumineux des 3 lobes du poumon droit. La base pulmonaire, ou encore face diaphragmatique, est formée en grande partie par le lobe inférieur, mais aussi par une petite partie du lobe moyen. Nous allons maintenant à la surface du poumon droit représenter la situation des différents segments au sein des lobes. Nous présentons le poumon droit sur une vue latérale droite et sur une vue médiastinale, et nous commençons par mettre en place les constituants du lobe supérieur. Le segment 1, celui qui correspond à la bronche numéro 1, sera le segment apical du lobe supérieur. Le segment 2, le segment dorsal du lobe supérieur, et le 3, le segment ventral. Ensuite, les segments 4 et 5 forment le lobe moyen. Le segment 4 est un segment latéral du lobe moyen et le 5 un segment médial, c'est-à-dire plus proche du médiastin. Les segments restants vont donc former le lobe inférieur. Au sein de ce lobe, le segment numéro 6, c'est-à-dire celui qui dépend de la bronche numéro 6, sera le segment apical du lobe inférieur. Il est à la fois apical, mais aussi très dorsal. Le numéro 7, que l'on ne voit que sur la face médiastinale, est le segment paracardiaque. Le 8, le segment ventro-basal, parce que tourné vers l'avant au niveau de la base du poumon. Le 9 est le latéro-basal et le 10, le dorso-basal, celui qui est en dessous du segment 6. On a l'habitude d'appeler les segments 7, 8, 9 et 10 la pyramide basale. C'est une notion non pas anatomique mais fonctionnelle et surtout chirurgicale ou pneumologique, c'est-à-dire que ces 4 segments ont un comportement fonctionnel mais aussi des processus pathologiques qui sont différents du segment 6. Il y a donc une pathologie propre pour le segment 6 qui permet de l'opposer au reste des 4 segments. Et on a donc l'habitude de parler au sein du lobe inférieur de segment apical et de pyramide basale. Voici maintenant une coupe qui passe par le hile du poumon droit, c'est-à-dire que l'on a séparé le poumon droit du médiastin par une coupe sagittale. De part et d'autre du hile du poumon droit, on retrouve les scissures du poumon, avec la grande scissure ou scissure oblique,
et la petite scissure ou scissure horizontale qui n'est présente qu'en avant. On note également la forme de ce hile qui, nous l'avons dit, ressemble à une raquette et le manche de cette raquette est caudal et correspondra au ligament triangulaire du poumon. Autour de ce hile, on peut donc retrouver tout en haut le lobe supérieur, très ventralement le lobe moyen, et en avant et en arrière de la raquette, le lobe inférieur. L'élément le plus postérieur du hile du poumon est un élément artériel systémique. Il s'agit de l'artère bronchique. Elle est exactement derrière la bronche principale droite. Si cette bronche principale apparaît ici divisée en deux, c'est que la coupe permet dans l'enfilade de montrer déjà la première branche qui naît de la branche principale, c'est-à-dire la lobaire supérieure. Devant le plan bronchique, nous allons trouver le plan artériel pulmonaire. Au niveau du hile du poumon droit, il y aura déjà deux artères devant la bronche. Crânialement, l'artère médiastinale qu'on appelle le rameau apical de l'artère pulmonaire droite, parce que l'artère pulmonaire droite est déjà divisée, et l'artère pulmonaire droite elle-même. Plus en avant et plus en dessous que les artères pulmonaires, on trouve les veines pulmonaires. Deux veine pulmonaire supérieure droite et veine pulmonaire inférieure droite. Il existe tout autour de ces structures, mais surtout autour des bronches, des nœuds lymphatiques hilaires. Il existe également des nœuds lymphatiques au niveau du ligament triangulaire du poumon. Et puis il faut enfin rajouter sur cette coupe ces 4 points qui symbolisent la coupe des nerfs bronchiques. L'innervation des bronches va provenir de petits rameaux de division du nerf vague. Ici, le nerf vague droit. Ces nerfs bronchiques seront toujours derrière les bronches jusqu'à leur division les plus petites. Sur une vue postérieure du médiastin, à gauche dessinée et à droite photographiée sur une pièce anatomique, nous allons montrer la position de ces artères et nerfs bronchiques. Ces deux vues sont celles que l'on pourrait avoir lorsqu'on observe le médiastin en prenant la place du rachis thoracique. Sur ces dessins, on retrouve en jaune à droite la trajectoire du nerf vague et deux petites branches qui partent vers la gauche, derrière la bronche principale. Les bronches et la trachée ne sont pas visibles sur le schéma parce qu'elles sont masquées par l'aorte qui est au premier plan et en arrière-plan par l'œsophage, mais on symbolise par ces pointillés leur trajectoire. Et donc ces petits nerfs bronchiques, branches du nerf vague, à droite comme à gauche, vont courir à la face dorsale des bronches. Les artères bronchiques seront de petites branches nées directement de l'aorte descendante ou parfois sous l'arc aortique. Là encore, ce sont des structures postérieures qui vont rejoindre l'arbre bronchique par l'arrière et qui vont se diviser au fur et à mesure que les bronches se diviseront. Nous allons décrire maintenant l'arbre trachéobronchique gauche en utilisant une vue de face et une vue de profil gauche de tout l'arbre bronchique. Nous commençons par mettre en place la trachée, puis la bronche principale gauche ou bronche souche gauche. Nous voyons déjà que cette bronche sera plus longue, un peu plus horizontale que la bronche principale droite. Du côté droit, la bronche lobaire supérieure naît très précocement
À droite, la naissance de la branche lobaire supérieure est plus tardive sur le parcours de la branche. La branche principale gauche va se diviser en branche lobaire supérieure et branche lobaire inférieure. La branche lobaire supérieure se divise elle-même en branche culminale, très courte, qui elle-même donnera 3 branches, et branche lingulaire, très courte également, car cette branche lingulaire se divise très vite en 2 autres branches. La branche lobaire inférieure aura une structure très comparable à la branche lobaire inférieure droite, c'est-à-dire qu'il y aura très précocement une branche qui sera destinée à l'arrière, et puis 4 autres branches qui feront le prolongement de la branche lombaire inférieure vers le bas. Là encore, il y a une numérotation des branches de 1 à 10, comme du côté droit. La branche numéro 1 sera la branche la plus apicale. La branche numéro 2 sera une branche dorsale pour le culmen du poumon. La 3, une branche ventrale. Les branches 4 et 5 seront les 2 branches lingulaires. Et les branches de 6 à 10 seront celles qui constitueront le lobe inférieur. La branche numéro 6 va être dirigée presque horizontalement et vers l'arrière. La 7 sera proche du médiastin. La 8 sera ventrale. La 9 latérale. Et la 10 plus dorsale. Cette diapositive va présenter la morphologie externe du poumon gauche. Ici sur une vue latérale et là sur une vue médiastinale ou médiale. On voit que le poumon gauche est partagé en 2 lobes, lobe supérieur. Le lobe supérieur est plus volumineux que le lobe supérieur du poumon droit, puisqu'il représente à peu près le volume du lobe supérieur droit plus celui du lobe moyen. En fait, une partie de ce lobe supérieur est un peu diminuée de volume par l'emplacement du cœur. C'est cette empreinte concave que l'on voit sur la gauche de la vue latérale. Au niveau de la face médiastinale, on retrouve cette forme allongée en raquette qui correspond à l'emplacement du hile du poumon. Le poumon gauche est divisé par une seule scissure, qu'on appelle la scissure oblique, qui part de la région dorsale et qui va jusqu'à la face diaphragmatique du poumon en croisant le hile pulmonaire. On la voit donc sur la vue médiastinale de part et d'autre du hile pulmonaire. On retrouve ensuite l'empreinte cardiaque sur les 2 schémas, cette empreinte qui va donc diminuer un peu le volume du poumon gauche, qui est sensiblement plus petit que le poumon droit. Et puis ici, le lobe inférieur qui a à peu près le même volume que le lobe inférieur droit. La base pulmonaire s'appelle aussi la face diaphragmatique du poumon. On voit que les 2 lobes supérieur et inférieur reposent sur le diaphragme. À la surface du poumon gauche, nous allons tracer de façon arbitraire la segmentation des 2 lobes. Nous présentons cette segmentation sur une vue médiastinale et une vue latérale gauche. Au niveau du lobe supérieur, le culmen est constitué d'un segment apical, qui dépend de la branche numéro 1, dorsal de la branche numéro 2 et ventral, branché sur la branche numéro 3. Toujours dans le lobe supérieur, il existe une petite partie qui viendra contre le cœur, qu'on appelle la lingula, qui ressemble à une petite langue qui viendra lécher le bord gauche du péricarde. Cette lingula est constituée de 2 segments, un cranial, numéro 4, et un caudal, numéro 5. Le lobe inférieur sera tout à fait comparable au lobe inférieur droit, c'est-à-dire que le segment 6 occupera l'apex du lobe inférieur,
on l'appelle le segment apical du lobe inférieur. Le 7 sera beaucoup plus réduit que du côté droit. Il s'agit là encore de celui qui est le plus près du cœur, c'est le segment paracardiaque. Le 8 est le segment ventro-basal. Le 9 latérobasal et le 10 dorso-basal. Là encore, on regroupe les segments 7, 8, 9 et 10 sous le terme de pyramide basale pour opposer ces 4 segments au segment numéro 6, parce que là encore, ce segment numéro 6 aura un comportement fonctionnel et pathologique différent des 4 autres segments du lobe inférieur. Voici maintenant une coupe passant par le hile du poumon gauche, comme si on avait voulu séparer le poumon gauche du médiastin. On retrouve cette forme en raquette avec un manche caudal. Et ici, la seule scissure, la scissure oblique, va couper ce hile de part et d'autre. La partie effilée correspond vers le bas au ligament triangulaire du poumon gauche. Et on retrouve donc la division en lobes supérieur et inférieur de part et d'autre du hile pulmonaire. Nous commençons la description du hile de l'arrière vers l'avant. Et en arrière, l'élément le plus postérieur est, là encore, l'artère bronchique, immédiatement plaquée derrière la bronche principale gauche. Là encore, on voit la division dans l'enfilade du schéma entre bronche lobaire supérieure et lobaire inférieure. Au-dessus et en avant de la bronche, on retrouve une coupe de l'artère pulmonaire gauche qui n'est pas encore divisée, à la différence de la coupe passant par le hile droit. En dessous et un peu en avant du plan artériel, on retrouve le plan veineux pulmonaire, la veine pulmonaire supérieure gauche, très proche de la bronche, et la veine pulmonaire inférieure gauche, très en dessous de la bronche. Là encore, de nombreux nœuds lymphatiques hilaires vont remplir cet espace, surtout autour de la bronche, mais aussi dans le ligament triangulaire. Enfin, on rajoute sur le schéma ces 3 points noirs qui symbolisent la coupe passant par les nerfs bronchiques. Là encore, ce sont des branches du nerf vague, ici bien sûr le nerf vague gauche. Nous allons maintenant décrire les plèvres, c'est-à-dire le système d'enveloppe des 2 poumons. Et cette disposition est complexe à décrire chez l'adulte. Il paraît plus simple de commencer la description lors de la mise en place chez l'embryon des plèvres pour aboutir à la structure définitive. Nous allons donc sur la partie gauche de la page montrer comment l'intestin antérieur primitif, le proentéron, va d'étape en étape donner un bourgeon ventral qui formera progressivement l'arbre respiratoire. On voit donc l'apparition d'une évagination ventrale dans ce tube primitif. Cette évagination va se compliquer, se diviser en un cul-de-sac gauche et droit, et on aura déjà une première ébauche de l'arbre trachéobronchique. Ces bourgeons vont se diviser de plus en plus, et progressivement, cette partie ventrale se séparera de la partie dorsale. On pourra alors parler de trachée et de bronche en avant et d'œsophage en arrière. Sur la partie droite du schéma, nous allons montrer sur des coupes transversales de la partie dorsale de l'embryon, et on ne retient que la partie droite de l'embryon sur ces coupes, comment cette division va provoquer une organisation du cellum interne qui aboutira aux plèvres. Sur cette coupe, on place le tube neural, en avant l'œsophage, et déjà,
un aspect qui ressemble à l'arbre bronchique définitif en train de se diviser. La structure cerclée de vert correspond à une partie du cellum interne limitée par le mésoderme latéral. La partie qui est plaquée contre les viscères sera la splanchnopleure, la partie plus proche des parois, la somatopleure. Entre les deux, il y a donc une cavité virtuelle qui est volontairement agrandie sur le schéma. Ce n'est qu'une partie de la cavité célomique de l'embryon, cette même cavité qui donnera aussi bien le péricarde que les plèvres, que la cavité péritonéale. Voici une étape plus évoluée, toujours avec la même distribution de la coupe. On retrouve cette fois non plus la splanchnopleure, mais déjà la plèvre viscérale et en regard la plèvre pariétale. Et pour cela, nous changeons de couleur, le vert pâle pour la plèvre viscérale, vert plus sombre pour la plèvre pariétale. Cette plèvre vient se mouler sur les structures respiratoires pour lesquelles il n'y a pas encore de parenchyme pulmonaire. Et la cavité virtuelle qui est entre les deux feuillets s'appellera la cavité pleurale. Ce n'est donc qu'une partie de la cavité célomique interne initiale. Voici une coupe agrandie d'un embryon qui retrouve ces mêmes structures avec au centre le cercle noir qui est l'œsophage, des deux côtés les ébauches des deux poumons avec des bronches en division et tout autour une grande cavité qui correspond au cellum interne, c'est-à-dire la future cavité pleurale. Nous allons maintenant utiliser ces notions d'embryologie pour présenter très schématiquement la structure de la cavité pleurale chez l'adulte. Voici une coupe frontale avec au centre le poumon, c'est cet espace marqué de points. À la surface du poumon, on retrouve ici une scissure qui sépare deux lobes et le poumon reste attaché par un hile au médiastin qui n'est pas représenté. De la cage thoracique, on ne retient que la représentation d'une côte coupée transversalement. Cette côte est tapissée d'un fascia endothoracique qui n'est autre que du fascia pariétal. C'est sur ce fascia que vient se coller la plèvre pariétale. Le terme de plèvre pariétale est utilisé aussi bien pour toute la partie qui sera contre les côtes que la partie de plèvre qui sera sur le diaphragme ou contre le médiastin. Le poumon lui-même est recouvert de plèvre viscérale. Volontairement sur le schéma, le poumon est représenté comme décollé de la plèvre viscérale. Mais nous avons vu au début de ce cours qu'il est impossible de séparer la plèvre viscérale du parenchyme pulmonaire lui-même. Ces deux points noirs marquent la ligne de réflexion de la plèvre tout autour du hile. C'est à ce niveau que la plèvre médiastinale ou pariétale devient plèvre viscérale. Entre les deux feuillets, nous sommes donc dans la cavité pleurale. Cette cavité semble toujours un peu trop grande pour la surface de poumon, et il existe donc très souvent autour du poumon, surtout au niveau du diaphragme, des récessus ou sinus pleuraux, ici par exemple le récessus costo-diaphragmatique. La partie de droite de la diapositive montre trois coupes passant par les niveaux A, B et C sur la partie gauche du schéma. Sur cette diapositive, nous allons, par une photographie très simple, essayer de faire comprendre le fonctionnement de la cavité pleurale.
Le bocal en verre représente la paroi thoracique recouverte de plèvre pariétale. Les deux ballons de baudruche représentent les deux poumons, gauche et droit, comme s'ils étaient rassemblés dans une seule et même cavité pleurale. La surface en rouge, la surface du ballon de baudruche, est en fait recouverte de plèvre viscérale. À l'intérieur de cette enceinte en verre règne une pression négative. C'est le cas dans la cavité pleurale. La cavité pleurale est une cavité virtuelle dont les surfaces sont tapissées d'un simple film liquidien extrêmement mince. Les poumons peuvent glisser contre ces parois librement lors des phénomènes d'inspiration et d'expiration. Cette pression négative permet à la fin de l'expiration de n'avoir jamais complètement un poumon collabé, c'est-à-dire rétracté sur lui-même. La pression négative maintient toujours les alvéoles ouvertes, ce qui va diminuer l'effort respiratoire lors de la prochaine inspiration. La cavité pleurale peut être le siège de phénomènes pathologiques. Toute irritation des parois de la cavité pleurale, que ce soit la plèvre viscérale ou pariétale, peut provoquer une sécrétion de liquide qu'on appelle une pleurésie. Les traumatismes de la cage thoracique peuvent provoquer des saignements à l'intérieur de cette cavité pleurale, c'est ce que l'on appelle un hémothorax. Enfin, lorsqu'il existe une brèche d'une ou plusieurs alvéoles à travers la plèvre viscérale, l'air passe donc directement des cavités alvéolaires vers la cavité pleurale. Et l'on parle de pneumothorax. Dans ces cas-là, il n'y a plus de pression négative au niveau de la plèvre. La pression est la même que dans l'arbre respiratoire. Ce qui veut dire qu'après la prochaine expiration, le poumon va tout entier se ratatiner, se rétracter sur lui-même, et lors de l'inspiration suivante, il n'y aura jamais suffisamment de déplissement d'alvéoles pour regonfler complètement le poumon. Un pneumothorax va donc systématiquement amputer le volume du poumon, plus ou moins en fonction de l'importance de la brèche. Nous allons maintenant parler de la circulation pulmonaire et commencer par la circulation artérielle. Voici une vue de face du médiastin qui représente en arrière-plan la division de l'arbre bronchique à partir de la trachée et en avant la division du tronc pulmonaire en ses deux côtés gauche et droit. Il faut mettre en place une coupe de l'arc aortique pour rappeler que l'aorte horizontale vient prendre place dans l'angle formé par la trachée et la bronche principale gauche. C'est aussi l'aorte qui va dévier un peu la trachée vers la droite. Le tronc pulmonaire se divise en deux artères pulmonaires gauche et droite. Il existe, entre la division du tronc pulmonaire et la face inférieure de l'arc aortique, une structure ligamentaire, représentée en vert sur le schéma, qui est le ligament artériel. C'est le résidu, chez l'adulte, du conduit artériel de l'embryon. Du côté droit, l'artère pulmonaire va se diviser précocement. Si ces deux lignes verticales en pointillé représentent la limite entre le médiastin et le poumon, c'est-à-dire qu'elles représentent les îles du poumon, voyez que dans le île pulmonaire droit, l'artère pulmonaire droite est déjà divisée, elle a déjà donné au-dessus d'elle le rameau médiastinal ou encore rameau apical. À droite, à gauche, lorsque l'artère pulmonaire pénètre dans le île du poumon,
elle est encore intacte, sans division. De plus, il faut remarquer sur cette vue de face que l'artère pulmonaire gauche va passer en pont au-dessus de la bronche principale gauche, puis en arrière de la bronche lobaire supérieure gauche. À droite, l'artère pulmonaire droite sera en avant de la bronche principale, en avant du tronc intermédiaire et un peu en dessous de la bronche lobaire supérieure. L'étude de la circulation pulmonaire doit maintenant situer les convergences des veines pulmonaires. Nous n'étudierons pas en détail la circulation veineuse pulmonaire, complexe et souvent variable, et nous nous limiterons donc aux gros troncs veineux qui vont former les veines pulmonaires. Sur le schéma que nous avions utilisé pour les artères pulmonaires, nous rajoutons donc au premier plan, en rouge, les veines pulmonaires supérieure droite, supérieure gauche, inférieure droite et inférieure gauche. Ces 4 veines pulmonaires vont toutes converger vers la face dorsale de l'atrium gauche du cœur. La convergence se fait en général sur la ligne du île pulmonaire à gauche comme à droite.